Alors, premièrement, bienvenue tout le monde. Merci d'être là. On organise ça pour justement qu'il y ait du monde et c'est bien d'en voir. Je commence par je commence par me présenter, David Thériault. Je fais partie du comité élection pour cette élection-ci. C'est toujours un petit comité qui se forme aux élections, que ce soit municipales, provinciales ou fédérales, pour organiser des activités autour de la campagne, autour de la chose électorale comme telle, si on peut dire. Je commence par vous parler brièvement des raisons pourquoi on fait ce genre d'activité-là. Puis après ça, je céderai la parole à mon collègue Serge Rochon, qui va être l'animateur du débat. Donc, pourquoi on fait ces activités-là? C'est parce qu'on trouve que dans une démocratie, le vote est une chose d'une grande importance. Mais pour en fait exercer ce droit-là, il est d'une aussi grande importance d'être au courant, d'être bien informé. D'une part, comme je disais tantôt, sur la chose électorale. On a fait, j'ai donné un atelier, c'était pas supposé être dans mon cours, mais étant donné les caprices de Dame Nature, on s'est réajusté. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que j'ai parlé de notre système électoral comme tel. Qu'est-ce qu'un vote? Quelle est l'importance du vote? Dans quelles circonstances au vote? Donc tout ça, cet après-midi, c'est plus pour vraiment s'informer sur une question de contenu, c'est-à-dire quels sont les enjeux de cette campagne, quels sont les enjeux qui vous préoccupent sur le plan provincial, sur le plan local. Et donc c'est pour ça qu'on a invité nos candidats à cette élection à venir vous rencontrer et je les remercie d'être là. On interprète ça comme une compréhension de l'importance d'informer nos jeunes dans le cadre de cette élection-là. Les activités en général sont faites pour une éducation à la démocratie. On considère que ce sont des outils pour que votre vote prenne un grand sens. Donc, c'est ça l'idée. Donc, comme je le disais, je souhaite la bienvenue à nos candidats. Je les remercie d'être là. Je souhaite aussi la bienvenue aux étudiants et à tous les membres du personnel ou autres qui sont là. Mais je tiens à vous dire que c'est d'abord pour les étudiants, cette activité-ci. En ce sens que c'est vous qui motivez l'organisation des activités, mais l'activité est vraiment pour vous autres. La parole est à vous. Plus concrètement, dans ce débat-là, dans cette rencontre-là, vous aurez priorité pour les questions. Donc, tant et aussi longtemps que les étudiants auront des questions, les autres n'auront pas le droit de parler. Si jamais nos étudiants manquent d'inspiration, ce qui m'étonnerait beaucoup, on pourra quand même laisser la parole aux membres du personnel qui voudront aussi poser des questions. Je tiens aussi à remercier le comité électoral. J'en ai parlé de l'existence, mais je ne vous ai pas nommé qui en étaient les membres. Donc, il y a Isabelle Boudreau, Anne-Marie Hanfield, Jean-Michel Leblanc, Serge Rochon et moi-même. Donc, pour le déroulement de l'activité comme telle, comment ça va se passer, quelles sont les règles, tout ça, je vais laisser mon collègue Serge Rochon vous en parler. Donc, je vous souhaite une belle rencontre. Merci David. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, c'est une longue tradition qui se poursuit au Cégep, une belle tradition de permettre un débat sur les lieux, dans l'établissement, au sein du campus. Et à chaque élection, les candidats acceptent avec beaucoup de plaisir d'y venir. Puis je les remercie à mon tour. Je veux vous dire, avant de les présenter officiellement, qu'on a lancé l'invitation aux 5 candidats à l'élection dans le comté. Cependant, les candidats d'Option nationale et de la Coalition Avenir Québec n'étaient pas présents aux îles, alors ils ne pouvaient se joindre à nous. Alors, les personnes qui sont ici, c'est les personnes présentes aux îles et elles ont accepté. On les remercie encore. Je vous les présente, même si vous commencez à les connaître probablement. Alors, Janine Richard du Parti québécois, bonjour. Bonjour. Germain Chevary du Parti libéral du Québec. Bonjour. Et Natalia Porasca de Québec solidaire. Bonjour. Alors, merci tout le monde. Alors, je vous décris les règles. Vous allez voir, c'est très simple. Chaque candidate aura une allocution d'ouverture de 5 minutes. On a fait un tirage tout à l'heure et on va y aller dans l'ordre où les gens sont debout. Janine Richard, Germain Chevary et Natalia Porasca immédiatement en 3e lieu. Alors, ça, c'est pour l'allocution d'ouverture. Et après, ça va nous laisser un très grand bloc pour les questions. Puis
David l'a précisé, seuls les membres du personnel et les étudiants peuvent poser des questions. Les médias sont présents, ils peuvent enregistrer, filmer, mais c'est vraiment les membres du personnel et les étudiants qui posent des questions, et en priorité aux étudiants et étudiantes. Tant que vous avez des questions, toute la place va vous être attribuée. Et là-dessus, les règles sont très simples. Les candidates ont 90 secondes pour répondre aux questions et les autres auront un droit de réplique de 30 secondes. Et c'est là-dessus que je vais être assez strict. Là. Je leur ai expliqué un peu les règles du jeu tout à l'heure. On va tenter de respecter ces règles-là pour qu'il y ait le maximum de questions possibles. Alors, préparez vos questions. Ça s'en vient dans quelques minutes. Et on part tout de suite avec Janine Richard du Parti québécois pour son allocution d'ouverture. Eh bien, bonjour tout le monde et merci aux organisateurs du Cégep, le comité électoral, de nous permettre de venir parler avec vous, répondre à vos questions, nous présenter. Ça fait déjà 3 débats qu'on fait ici, le candidat libéral et moi-même. C'est notre 3e débat au Cégep. Alors, on commence à avoir l'habitude. Bonjour Germain et bonjour Natalia. Alors, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir venir parler avec vous autres. J'ai été élue députée des Îles-de-la-Madeleine le 4 septembre 2012. J'ai reçu la confiance des gens des îles. J'en ai été très honorée. Et j'ai travaillé d'arrache-pied pendant cette année et demie. Ça fait pas longtemps, 1 an et demi. Ça n'a pas été un mandat de 4 ans, étant donné qu'on est un gouvernement minoritaire. Alors, j'ai travaillé durant ces 18 mois sur tous les dossiers des îles, tous les domaines, dans tous les domaines aux îles de la Madeleine. Beaucoup au niveau des pêches, c'est reconnu. Au niveau des pêches, entre autres dans les crises du homard, puis dans les sauver les emplois à Cap-sur-Mer, 2 fois, l'an passé de façon temporaire, maintenant de façon plus permanente. J'ai travaillé au niveau du tourisme, au niveau des organismes culturels, avec l'éducation, du côté de la polyvalente et de la commission scolaire pour les cartes de compétences au niveau de la commission scolaire, mais également ici au niveau du Cégep, faire la promotion de votre beau programme d'éco-gestion des risques côtiers. Alors, on a travaillé avec Amar et Voilure aussi ici, que vous connaissez bien. Alors, durant cette année et demie, j'ai défendu les intérêts des Madelinots, bien sûr. J'ai représenté les gens des îles dans les différents ministères à Québec. Et j'aimerais vous parler rapidement du Parti québécois. Je fais partie du Parti québécois depuis très, très longtemps, en fait, depuis sa fondation, depuis le début des années 70, avec René Lévesque. Alors, j'ai commencé à militer assez jeune, et ça fait plus de 40 ans que je milite à l'intérieur du Parti québécois pour défendre les intérêts des gens, défendre les organismes communautaires, aider les personnes les plus mal prises dans la société, mais aussi pour développer les emplois, développer au niveau de l'économie. Le Parti québécois, c'est un grand parti, 90 000 membres. C'est le plus grand parti au Québec, qui a le plus de membres. Notre financement est essentiellement populaire. C'est depuis toujours, ça a été du financement populaire. Ce sont les membres qui financent. 5 $ pour la carte de membre et également, selon les règles, il y a eu différents montants pour le financement des partis politiques. C'est René Lévesque, au début, quand le Parti québécois était au pouvoir, il avait été élu en 1976, mais en 1977, déjà, René Lévesque s'est dit qu'il faut arrêter d'avoir du financement des entreprises. Il faut que le financement devienne essentiellement populaire. Alors, c'est à ce moment-là que ça a commencé avec René Lévesque, et on a continué. Les règles du jeu ont changé avec le temps, et même cette année, le Parti québécois est allé plus loin dans ses règles d'intégrité et pour le financement, on a descendu à 100 $ la contribution maximum. Alors, ça augmente le nombre de personnes qui peuvent financer pour qu'on ait suffisamment de sous pour faire de l'action politique. Maintenant, ça limite aussi ceux qui voudraient y aller de façon illégale pour financer un parti politique. Au Parti québécois, on a 4 grands piliers. Il y a l'intégrité, la solidarité, l'identité et la création d'emplois. Alors, au niveau de l'intégrité, il y a eu beaucoup de travail de fait dans la dernière année, dans l'année et demie où on a été au pouvoir. Plusieurs lois ont été adoptées pour garantir l'intégrité dans le système public. Au niveau de l'identité, bien sûr, on défend la langue, la culture, on défend notre identité, nos valeurs québécoises, l'égalité homme-femme, entre autres, et la neutralité de l'État. Vous en entendez parler, vous aurez probablement des questions là-dessus tantôt. Au
Au niveau de la solidarité, c'est bien sûr pour aider les personnes les plus démunies, mais aussi aider les organismes communautaires qui vont avoir un rehaussement de leur financement à partir du 1er avril. C'est déjà débuté, un rehaussement historique au niveau des groupes communautaires. Au niveau de développement de l'emploi, la prospérité, création de la richesse, il y a plusieurs politiques qui sont mises de l'avant pour développer l'emploi. Entre autres, avec la ministre Hélène Zakaïb, qui va être aux îles demain, avec le ministre Pierre Duchesne, votre ministre de l'Enseignement supérieur, qui va être aux îles demain. Et la ministre Zakaïb a développé au niveau de la politique de l'entrepreneuriat, la politique... Est-ce que vous me faites signe? Pas encore? Il reste? 20 secondes. Oh, alors, on va y aller rondement. Politique de l'entrepreneuriat, développement de l'emploi et la Banque de développement économique. Alors, pour le reste, bien, vous allez poser vos questions, mais soyez assurés que je suis vraiment contente d'être ici et je vais vous répondre avec toute ma franchise. Merci, Mme Richard. Alors, au tour de Germain Chevalier. Merci. Bon après-midi à tous. Je suis très heureux d'être ici avec vous, puis d'avoir l'opportunité d'échanger sur la présente campagne électorale. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler un peu de qui je suis, puis c'est quoi mon parcours professionnel. D'abord, je suis natif de Fatima, d'une famille de 7 enfants, une famille dont les parents n'étaient pas particulièrement fortunés, mais ils croyaient à la vertu d'une très bonne éducation. J'ai étudié en sciences sociales, après ça, je suis allé faire ma maîtrise en administration publique à Montréal, ce qui m'a permis d'avoir une carrière de gestionnaire dans le domaine de la santé et du réseau des services sociaux. Pendant une trentaine d'années, j'ai occupé plusieurs postes dans ce secteur-là. Je suis devenu progressivement directeur général du centre de réadaptation du CLSC de l'hôpital, puis après ça, de l'ensemble du réseau de la santé. J'ai donc passé le plus clair de mon temps sur le plan professionnel à piloter des dossiers complexes, à les défendre auprès des autorités concernées, ce qui ressemble un peu au travail que doit faire un député. C'est en 2008 que j'ai été élu pour représenter les îles comme député libéral, une fonction que j'ai occupée jusqu'en 2012. Et mon équipe et moi, on a travaillé extrêmement fort pendant ce mandat. Certains, sûrement d'entre vous, se souviennent que plusieurs gros chantiers ont été mis de l'avant. On peut penser au pont du Havre-Maison, au pavillon d'Orlabri, au musée de la mer, à la garderie chez ma tante, à l'édifice touriste de la Madeleine et quoi encore. En tout, c'est plus de 300 millions investis aux îles pendant mon mandat, dont je suis très fier. Quelques mots sur la présente campagne. Je vous dirais que j'ai beaucoup de respect pour les candidats et les candidates qui se présentent devant vous aujourd'hui. Il en manque 2. Et ce que je veux préciser, c'est que ce n'est pas des ennemis, ce sont des adversaires. Et je crois que sincèrement, chacun de nous s'engage dans la campagne avec la même intention, c'est de défendre de son mieux les intérêts des Madelinots. Et lorsque je critique quelqu'un, ce n'est pas sur le plan personnel, c'est sur le plan de ses actions ou encore du manque d'action. Alors, ce n'est vraiment pas des attaques personnelles envers une ou l'autre des candidats qui sont présents dans la campagne. Vous étudiez aujourd'hui afin de mieux vous préparer à postuler des emplois intéressants plus tard. Et un grand nombre d'entre vous, sûrement, occupent déjà des emplois à temps partiel pour payer vos études. Les élections, c'est un peu la même chose. On est les candidats qui postulent devant une population pour un poste de député, celui d'être le porteur des dossiers des Madelinots et être la voix des îles à Québec. Le choix revient à la population de décider qui va les représenter. Et si j'ai décidé de me représenter en 2014, c'est parce que je vois bien que l'économie des îles tourne au ralenti, que les Madelinots ont besoin d'une personne compétente, avec le leadership qu'il faut pour ramener les investissements aux îles. Et remettre aussi les Madelinots au travail, les îles en mouvement. Au Parti libéral, la priorité a toujours été claire. C'est l'économie.
car seule une saine économie nous permettra d'investir dans la santé, dans l'éducation, dans l'environnement et dans les autres secteurs d'activité. Maintenant, quelques mots sur deux dossiers qui vous touchent particulièrement. L'éducation. L'éducation, c'est notre toile de fond, afin de réduire, je dirais notre toile de fond est de réduire la bureaucratie pour mieux investir dans la réussite scolaire. Et l'éducation doit vous permettre de voir loin, de devenir des citoyens du monde, des ambassadeurs des îles et du Québec. En ce qui concerne l'environnement, on ne peut pas ignorer que le développement des ressources naturelles, ça c'est certain, mais il faut avoir un principe de précaution, parce que certains projets peuvent avoir une empreinte écologique importante et des conséquences pour l'avenir des écosystèmes fragiles tels que celui des îles. Je vais vous demander de conclure, il reste une dizaine de secondes. OK. Alors, je crois qu'on doit penser à un Québec fort, solidaire, ouvert sur le monde. Et je veux être un leader sur le plan, je veux que le Québec soit un leader sur le plan économique, un Québec qui se donne le mandat d'être le cœur d'une culture francophone dans les Amériques et être fier de porter le flambeau de la langue française. Merci, M. Chevary. Alors, autour de Natalia Porowska, de Québec solidaire. Salut tout le monde, mesdames et messieurs. Il me fait sincèrement plaisir de pouvoir être ici aujourd'hui avec vous. Au début, je ne pensais pas que ça serait possible. J'avais une formation à l'extérieur, mais je me rends compte que c'est peut-être le débat ou l'entretien qui est le plus déterminant pour moi. Parce qu'en ce moment, je parle à mes pairs. J'ai probablement 5 ans de plus que la moyenne d'entre vous, peut-être 5 ans de moins que l'autre moyenne. Donc, mesdames et messieurs, étudiants et professeurs, c'est mon premier débat au cégep, mais quand j'étais au cégep, j'en ai fait en masse. Ça a été une belle expérience, en particulier parce qu'on a appris dans ce temps-là à débattre d'idées d'une façon organisée, respectueuse, à formuler nos idées parfois fougueuses, parfois radicales, d'une façon, disons, acceptable socialement. J'ai occupé différents postes dans ma vie. J'ai travaillé plus de la moitié de ma vie déjà, fait que je comprends bien qu'on ne vit pas d'eau fraîche et d'amour. Par contre, j'ai passé la majorité de mon temps à faire du bénévolat pour revendiquer des mesures sociales et environnementales dans différents bureaux. Donc, ceux qui me connaissent déjà me connaissent probablement en tant que la porte-parole, co-porte-parole, une des porte-paroles multiples d'énergie alternative qui compte, je pense qu'on est rendu à quelques membres sur Facebook, dont près de 800 aux îles. Je me suis fait demander un matin c'était quoi ma réussite dont j'étais la plus fière. Puis je vous dirais que ça a été d'empêcher Gaspard de débarquer ici avec des foreuses. On n'a pas eu le temps d'en parler, on se faisait menacer aussi moi qui allais débarquer, puis on les a arrêtés. La population s'est mobilisée, puis je peux vous dire que j'en suis fière, mais pas juste pour moi, mais pour l'ensemble des citoyens. En général, je suis gênée de la politique partisane. J'ai pas voulu me lancer en politique officielle pendant des années parce que je voulais pas prendre de couleur, je voulais pas prendre de bord. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les options commençaient à manquer. J'ai commencé à fouiller. Et je suis arrivée chez Québec solidaire, donc un peu à reculons, parce que c'était un parti, parce que ça allait faire partie d'une structure et ça allait un peu à l'encontre de mes tendances anarchiques naturelles. L'anarchie, ça ne veut pas dire chaos, hein, ça veut dire l'absence de hiérarchie. Puis c'est peut-être ce qui nous rejoint le plus aujourd'hui, la génération qui a grandi sur Internet, où les mots qu'on utilise le plus dans notre quotidien sont j'aime et partage. Je vous invite à regarder ce que ça veut dire la démocratie horizontale et les mouvements de démocratie horizontale. Je suis certaine que ça va vous rejoindre à différents niveaux. Google, ben rapide. Donc, 2 mots sur
solidaire, c'est un parti écologiste et féministe. Il n'y a pas honte de le dire. C'est un parti de gauche, mais qui va, dans le respect des autres convictions politiques, essayer de rassembler les idées pour créer un projet commun. C'est un parti jeune qui va surtout miser sur la vision qu'on veut avoir de notre avenir. Je pense que là, on se recoupe beaucoup avec ce que le Parti québécois a été dans les années 70. Je suis ici pour discuter avec vous, pour répondre à des questions, pour présenter mes priorités pour le développement des îles. Ces priorités touchent principalement à la protection de notre qualité de vie et à la création d'emplois, mais des emplois porteurs de sens. On ne veut pas juste faire travailler du monde 14 semaines pour qu'il y ait accès à un chômage. On veut que les gens soient fiers de leur travail et que ce travail-là permet aux gens de s'accomplir. Il n'y a pas de sous-métier. On peut s'accomplir de millions de façons. Moi-même, je suis biologiste, conseillère en développement durable, agricultrice. Je passe vraiment beaucoup de mon temps avec les mains sales. Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît. L'essentiel va à l'autonomie de notre communauté, à la résilience de notre communauté, aux structures de soutien communautaire qui vont faire en sorte qu'on va être capable collectivement de faire face à un avenir qu'on ne peut pas prévoir parce qu'on n'a jamais vu rien de pareil. La dernière tempête l'illustre. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde. Alors, c'est pour compléter les allocutions Alors, à partir de maintenant, la parole est à vous. Alors, c'est le temps de poser vos questions. Idéalement, j'aimerais que les gens se présentent au micro, vous vous nommez et vous posez votre question. La question peut s'adresser à un candidat en particulier ou encore à l'ensemble des candidats. Alors, allez-y comme bon vous semble. Alors, on y va avec vos questions. Qui veut briser la glace? Ça se peut pas. Alors, un premier volontaire. Gabriel, je suis persuadé que tu as une question. Bon, voilà. Bonjour, député. Plutôt les candidats. Ça sera pour la... Écoute, juste te nommer. Ah oui, mon nom c'est Louis-Charles Lapierre. Je viens du bassin. Ma question, c'était pour savoir votre position face à la charte québécoise que le gouvernement péquiste veut instaurer. Donc, ça s'adresse à l'ensemble des candidats. Alors, vous avez 90 secondes pour répondre à la question. On commence avec Janine Richard. Oui, merci. Alors, la Charte des valeurs québécoises et de la laïcité est très, très importante pour nous parce que ça vient inscrire dans la Charte l'égalité homme-femme, la neutralité de l'État. C'est important que l'État soit neutre. Si on veut l'égalité en dehors dans la société en général, il faut avoir des endroits où c'est neutre. Il n'y a pas de façon d'exprimer notre religion avec des signes ostentatoires, on dit des signes très visibles. C'est mieux de ne pas le faire quand on est en situation d'être employé de l'État pour permettre justement une neutralité. La meilleure façon de vivre ensemble, c'est justement que l'État soit neutre, qu'on inscrive l'égalité homme-femme. Ça n'empêche pas personne de faire sa religion et de pratiquer sa religion en dehors du travail. De la même façon que les employés de l'État, en général, ne peuvent pas porter de macarons présentement pendant la campagne électorale. Ils n'ont pas le droit de s'afficher, ils n'ont pas le droit de montrer pour qui ils vont voter. Ils ne pourraient pas porter le macaron déterminé, par exemple. Alors, de la même façon, c'est le parallèle qu'on fait exactement avec la religion. Ils ne peuvent pas démontrer leur religion de façon visible. Par contre, il pourrait avoir un petit bijou ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des signes religieux visibles. Et c'est la meilleure façon d'assurer justement qu'il y ait de l'égalité et qu'on vive mieux. C'est la meilleure façon de dire qu'on va vivre mieux ensemble, d'avoir que ce soit inscrit et que les accommodements religieux soient bien merci, décrits. Okay. Merci, Mme Richard. Monsieur Chevary. Merci, Serge. C'est assez simple. On rejoint, je dirais, 90% du projet de loi du
Parti québécois, du gouvernement péquiste. Nous, même valeur, l'égalité homme-femme, laïcité de l'État, la neutralité de l'État également, et on veut combattre l'intégrisme aussi, par des mesures au niveau de la direction de la protection de la jeunesse particulièrement. Ça, c'est les principaux éléments. Pour ce qui est de la question du voile, des crucifix, de la kippa, peu importe, on a une règle claire, fort simple. Tu reçois des services et tu offres des services à visage découvert. Donc, un employé de l'État ne pourrait pas demander, au nom de sa religion, la possibilité à une institution ou une organisation pour laquelle il travaille de porter au travail un voile qui couvre entièrement le visage. Mais on est ouvert à ce que la personne porte un kippa. Conclusion, s'il vous plaît. Ce que je dirais, ce qu'on veut surtout, c'est pas ce que les personnes portent sur la tête, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la tête. Et qu'on offre des services de bonne qualité, sécuritaires à l'ensemble des Québécois dans nos institutions. Merci beaucoup. Natalia Porowska. Je pense que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être contre la vertu. On aurait pu passer un projet de charte qui aurait rejoint, comme dit Germain, 90% du contenu du projet de loi. On aurait pu le passer à l'unanimité à l'automne passé. Ce qui a posé problème, c'est les fameux signes ostentatoires, dont une grande partie de la Chambre et de la population ne voulait pas, parce qu'ils ciblait des minorités ethniques visibles. J'ai grandi à Montréal. À l'école, on avait 56 nationalités. J'ai appris à parler, compter, manger en chinois, en japonais, en indien, en pakistanais, en somalien. Écoute, 56 nationalités, là, ça n'en fait, puis on était bien correct. Le problème avec la charte, selon moi, et selon Québec solidaire, c'est que c'est un outil de peur. Plutôt que de miser sur nos valeurs communes de Québécois avec un pays qu'on veut bâtir ensemble, on mise sur ce qui nous diffère. Et vous savez ce que ça donne quand on coupe les gens en segments et qu'on les met en catégories. Malheureusement, ça ne favorise jamais la cohabitation et dans un monde qui est de plus en plus complexe et multiethnique, ça ne fera rien pour améliorer les relations sociales. Oui, un cadre clair, absolument. Oui, des accommodements clairs. Oui, la laïcité de l'État. Mais on peut-tu en parler plutôt que de se faire peur à prime abord? Merci beaucoup. Une autre question. Gabriel, micro. Gabriel Arsenault au micro. Je voulais savoir votre opinion et l'opinion de votre parti sur la question environnementale et sur aussi l'avenir énergétique des îles et du Québec, notamment sur l'avenir de la centrale électrique d'Hydro-Québec aux îles qui arrive à la fin de sa vie, puis je veux savoir qu'est-ce que vous pensez faire avec ça. On aurait pu diviser ça en plusieurs questions. On la reçoit. Alors, on commence avec le Germain Chevalier. D'abord, la question environnementale, c'est non négociable. Je l'ai mentionné tantôt, on est en production. On est aux îles de la Madeleine. C'est précieux, en plein golfe du Saint-Laurent. On est dans un contexte, je dirais, insulaire et fragile. Donc, l'environnement, c'est notre vie. C'est notre milieu de vie. Maintenant, si j'embarque, et tout projet qui pourrait avoir des empreintes écologiques extrêmement importantes, il faudrait y mettre des balises et sinon dire non, dépendamment des projets qui peuvent être mis de l'avant. Mais ce que je veux mentionner surtout, en ce qui concerne l'environnement, il faut appliquer un grand principe de précaution. Et j'ai souvent dit, il ne faut pas être prudent, il faut être extrêmement prudent dans ce domaine-là. En ce qui concerne la centrale électrique, je ne sais pas si je vais avoir suffisamment de temps pour développer, mais c'est sûr que c'est important, hein, la centrale électrique, non seulement pour
pour l'électricité et l'énergie qu'elle nous procure, là, mais c'est aussi des jobs bien rémunérés, des retombées dans le milieu également. Et la centrale arrive à sa fin de vie utile. Conclusion, s'il vous plaît. Donc, il faut trouver des solutions plus écologiques, mais il faut s'assurer que les îles de la Madeleine ne soient pas perdantes dans à peu près tous les niveaux. Merci. Merci. Madame Boranska. On ne s'affranchira jamais du pétrole en formant plus de trous. Ni ici, ni ailleurs. Les trous qui existent ne sont pas encore vides. On peut continuer à importer le pétrole là où l'environnement a déjà été sacrifié. Notre balance commerciale, le fameux déficit commercial qui est causé entre autres par le fait qu'on importe beaucoup de pétrole, on peut aider à le balancer en réduisant notre consommation générale. On a un surplus hydroélectrique qu'on ne met pas à contribution de façon adéquate dans notre société et qu'on vend à perte aux États-Unis notamment. Il faut penser un petit peu au-delà des affaires, au-delà de l'immédiat, au-delà des façons de faire du 21e siècle. La centrale thermique, c'est un excellent exemple. Oui, elle arrive à la fin de sa vie utile. On parle de poser un cadre. Super, on risque de réduire entre 40 et 60, voire soit 90% de nos émissions à gaz à effet de serre si on électrifie l'ensemble de nos services. Par contre, ça veut dire amener un gros câble qu'on va diviser en petits câbles. Et depuis 5 jours, on voit ce que ça donne, des petits câbles accrochés dans le ciel. Fait que moi, ce que j'aimerais vous poser comme question. Oui, il faudra conclure là-dessus. Super. Est-ce qu'on est capable de faire de l'autoproduction, réduire notre consommation au point d'en produire suffisamment nous-mêmes? Ça crée de la job et ça, c'est porteur de vision. Merci beaucoup. Alors, Mme Richard. Oui, merci. Alors, si on parle au niveau national, le Parti québécois a fait énormément de choses pour l'environnement. Entre autres, on a fermé la centrale nucléaire Gentilly. On s'est affranchi de l'amiante. Également, il y a un moratoire sur l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste dans les basses terres du Saint-Laurent. Il y a une stratégie de mobilité durable qui est mise de l'avant. On a fait beaucoup en un an et demi. Au niveau des îles, nous allons vers un plan énergétique justement pour essayer de voir aux îles de la Madeleine qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire la consommation d'énergie. C'est sûr qu'il faut diminuer notre dépendance au pétrole, on est tous d'accord avec ça. En plus, avec le Parti québécois, au niveau national, on a un projet ambitieux de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de façon très importante d'ici 2020. Pour ce qui est de la centrale, la durée de vie est quand même plus prolongée. Elle n'est plus à la fin de la vie utile. À un moment donné, on parlait même de 2017, ça a été prolongé. On parle maintenant de 2040. Il peut y avoir différentes solutions mises de l'avant par Hydro-Québec pour ne plus utiliser le mazout lourd qui est le plus polluant. Il y a des tests qui sont faits présentement, voir comment on pourrait changer d'énergie tout en pensant au câble sous-marin qui pourrait être quand même une solution intéressante à la condition que les emplois qui sont présentement à Hydro-Québec sont bien rémunérés, on le sait, pourraient aller ailleurs, dans d'autres secteurs, par exemple, pour développer des énergies renouvelables aux îles de la Madeleine. Conclusion, s'il vous plaît. Oui, alors je pense qu'on peut faire beaucoup et tous ensemble, aux îles de la Madeleine, on peut protéger. Également, il y a les recommandations du BAP qu'on va mettre de l'avant, le BAP qui est venu aux îles, dont on a reçu le rapport avec des recommandations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez vraiment d'excellentes questions. Alors, on continue. Intéressant. Les étudiants d'abord. Julien. Bonjour, je m'appelle Julien C. Je suis président de l'exécutif de l'Association étudiante sur Cégep. Ma question s'adresse à M. Chevary. Philippe Couillard l'a dit dans ses nombreuses entrevues, et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, que votre parti souhaitait investir dans l'éducation. Et c'est donc pour ça que je voulais savoir quels sont vos projets dans l'éducation et si votre vision a changé depuis 2012. Merci. Alors, la question s'adresse à M. Chevary, qui aura 90 secondes, et un droit de réplique aux deux autres candidats. D'abord, par rapport à l'éducation, on veut vraiment réduire la bureaucratie au ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports
pour mieux investir dans la réussite scolaire, et ça, à tous les niveaux. Et dans ce sens-là, ce qu'on dit, c'est que l'argent qui va être utilisé pour diminuer la grosseur du ministère de l'Éducation, fermer la direction régionale et non fermer la commission scolaire des îles, comme le préconise le Parti québécois. On va, avec les fusions des 7 commissions scolaires, effectivement, c'est à l'ordre du jour du Parti québécois, on veut prendre ces argents-là et de le réinvestir au service à l'élève, dans les écoles et à tous les niveaux. On sait qu'on voulait investir aussi dans les universités. On avait un plan budgétaire pour permettre de rehausser les budgets des universités parce qu'on doit avoir des universités qui sont de calibre international. Et en ce qui concerne les élèves, on a toute la question de la persévérance scolaire, Conclusion, s'il vous plaît. l'amélioration des milieux de vie et toute la question aussi des édifices qu'il faut mettre à jour, mettre à niveau. Entre autres ici, le cégep, dont on peut avoir dans nos cartons la possibilité d'avoir des installations collégiales ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne voulais pas vous interrompre sur le cégep. Alors, droit de réplique de 30 secondes de Janine Richard. Oui. Alors, M. Chevalier se trompe avec la CAQ, là. Je pense qu'il y a eu un petit mélange. Il faut se rappeler qu'en 2012, M. Chevalier a voté pour l'augmentation de 82 d'augmentation des frais de scolarité, a également voté pour la loi qui empêchait les jeunes d'aller manifester. Je pense qu'il faut se souvenir de ça. Et vous pourrez lui reposer une question pour qu'il nous explique pourquoi il avait voté en faveur de cette augmentation de frais de scolarité. Également, le Parti québécois, on est pour l'éducation. Et pour le projet du cégep ici, j'ai déjà annoncé qu'on appuyait les nouveaux programmes, le téléenseignement et la rénovation du cégep. Merci beaucoup, Mme Porabska, pour une réplique de 30 secondes. Québec solidaire est pour l'éducation gratuite de la maternelle à l'université. C'est au clair, on peut financer ceci en demandant aux entreprises de payer leur juste part à l'économie, d'aller chercher de l'argent dans les paradis fiscaux et en vendant nos ressources naturelles pour un prix qui a de l'allure plutôt que de 2-3% de leur valeur réelle. J'étais dans la rue en 2005, j'étais dans la rue en 2012. Je m'en rappelle très bien. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Serge, j'ai un droit de réplique. 30 secondes? C'est nous. Non, c'est nous. C'est la personne qui a 90 secondes, droit de réplique. Et ça s'arrête. J'avais des choses intéressantes à vous dire sur les frais de scolarité. Alors, s'il y a jamais d'autres questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Je pense que les candidats ne sont pas allés au bout de leur pensée. Alors, vous pourrez poser des questions. On peut-tu relancer le débat? Bien oui, d'autres J'aimerais questions. relancer le débat. Bon micro pour que les gens t'entendent correctement. Je suis un peu gênée aussi. Bonjour. Je m'appelle Laurier et j'aimerais relancer le débat, mais je ne sais pas comment. Le débat Sur les frais de scolarité. Je vais faire l'introduction. Encore? Dans le fond, j'aimerais qu'il y ait une réplique de M. Chevary et qu'on. Dans le fond, je sais qui voulait répondre à la question. Dans le fond, tu veux les questionner? C'est ça, c'est quoi l'opinion sur les frais de scolarité? Bon, une question sur les frais de scolarité. Alors, tout le monde va avoir 90 secondes. Et on était autour de Mme Porabska pour commencer un bloc qui s'adresse vraiment à l'ensemble des candidats et candidates. Alors, je vous cède la parole pour 90 secondes. La gratuité scolaire, ce n'est pas un rêve. Ça se fait ailleurs dans le monde et c'est souvent des pays très avancés. Ça, c'est parce que l'éducation est un investissement dans nos capacités de faire, dans nos capacités réelles en tant que société. Parce que les gens qui sont déjà sur place, qui sont déjà en train de prendre des décisions, ils ne seront pas là dans 10 ans ou 20 ans quand il va falloir ramasser. L'éducation, c'est probablement l'investissement le plus important qu'on a à faire en termes de prévention des autres problèmes sociaux. Un homme éduqué en vaut 10, c'est ça la joke, hein, pourquoi le pont s'effondre sous un homme éduqué alors que le poids était équivalent à 10. Parce qu'un homme éduqué, ça vaut 10.
Ça va aussi pour les femmes. C'est restreindre le débat à une question financière, c'est de manquer complètement le bateau. On fait face à des enjeux de société majeurs et si on n'implique pas nos étudiants dès le départ, on risque de manquer le bateau nous autres aussi. Québec solidaire est pour surtout l'adaptation de l'éducation à l'échelle locale aux besoins des communautés. Ici, ça rimerait avec la pêche, l'insularité, etc. À la promotion de l'éducation à distance qui est à faible coût et à l'ouverture de l'éducation à tout ce qui est plateforme ouverte et participative. On est au 21e siècle, on est capable de sortir d'un mode d'éducation datant du 19e. Conclusion, s'il vous plaît. C'est à peu près ça. Merci beaucoup. Madame Richard. Oui. Alors, mais je suis d'accord avec Natalia que ce serait merveilleux si on avait la gratuité de la maternelle à l'université. Tout le monde souhaite ça. Ce serait un monde idéal. Présentement, dans le système qu'on a, avant de changer ça, changer cette mentalité-là, ça peut prendre du temps. Pour l'instant, je pense que ce qui est important de préserver, c'est l'accessibilité aux études supérieures, autant en région que dans tous les domaines. Alors, pour nous, au Parti québécois, on a évidemment aboli la hausse de 88 % qui avait été décrétée par le Parti libéral juste avant qu'on arrive. On a voté pour l'indexation. L'indexation au coût de la vie des frais de scolarité pour que les frais de scolarité montent, mais de façon normale, comme le reste des coûts de la vie augmentent, pour justement préserver le financement des universités, des cégeps, pour que ce soit accessible à tous. Je pense que c'est ça qu'il faut voir. Puis bravo, parce que c'est sûr que Québec solidaire a de très bonnes idées, on est tous d'accord avec les idées, mais ce n'est pas applicable dans le régime où on est actuellement. C'est des beaux rêves, c'est le fun, mais là, présentement, on est devant un choix de dire qu'est-ce qu'on fait avec le système qu'on a présentement pour que ce soit accessible à nos jeunes, autant en région, et comme je le disais en terminant tantôt, le téléenseignement est très important, on commence à le développer beaucoup, puis aux îles de la Madeleine, ça va être merveilleux d'avoir le téléenseignement, parce qu'on va pouvoir avoir accès à des études supérieures et même universitaires dans certains cours. Fait qu'on est vraiment d'accord avec cette façon de développer l'accès. Merci beaucoup. Alors, M. Chevalier, vous avez votre conclusion finalement. Oui, c'est ça, merci. Oui, l'éducation gratuite pour tous, quand c'est possible. Puis je pense qu'on a un système qui est passablement dans ce sens-là, où on a au collégial un frais de scolarité, même jusqu'à l'université, c'est gratuit, excepté certains matériels scolaires, ainsi de suite. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que, oui, effectivement, on avait pris la décision d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants universitaires. Et en finale, on était rendu à 254 $, OK, pour une année. Plus, ce qu'on avait fait, on avait augmenté le système de prêts et bourses et augmenté aussi le palier des parents au niveau des revenus des ménages, jusqu'à 70 000 $. OK? Maintenant, le Parti québécois, le gouvernement péquiste vous a trompé, vous et les parents. Non seulement ils ont indexé les frais de scolarité, Mme Richard ne l'a pas mentionné, mais l'exemption pour les frais de scolarité est passée de 20 % à 8 % sur vos rapports d'impôts et ceux de vos parents. Et ça fait une différence de 305 $ dans vos poches. Même le ministre l'ancien ministre Rémi Trudel, l'ancien ministre péquiste, a dit que c'était une tromperie de la part du gouvernement de Pékin. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions maintenant? Juste avancer, on entend bien ta question. Allô? Je suis Sophie Faute-Cornet. Puis ma question concerne le secteur des pêches, parce que ces temps-ci, ces dernières années, on dit que ça ne va pas super bien. Puis je sais que le gouvernement travaille là-dessus quand même, mais pour le prochain mandat, je me demandais c'était quoi vos plans, vos idées pour améliorer ça, parce que ça s'améliore, mais pas tant que ça, ça va quand même. Merci beaucoup. Une question sur les pêches. Alors, on est rendu autour à Mme Richard pour 90 secondes. Oui, merci Sophie. Effectivement, les pêches, ça m'interpelle beaucoup parce que j'étais adjointe parlementaire du ministre
du MAPAC pour le dernier mandat, adjointe parlementaire aux pêcheries. On a travaillé beaucoup, entre autres pour le homard, qui était la flottille qui était vraiment en crise l'année passée. Le prix qu'on payait, la livre de homard à quai, avait baissé de façon drastique par rapport aux années précédentes. Alors, on a obtenu une mesure spéciale pour aider les entreprises de pêche à ce qu'elles soient rentables, en tout cas ne pas être en faillite, pour rembourser le carburant et tout ça. Mais pour ce qui s'en vient, le prix va quand même être meilleur à cause de la situation des marchés, à cause du dollar canadien par rapport, le prix du dollar canadien par rapport aux États-Unis. Également, nous mettons en œuvre une promotion sans précédent du homard du Québec. Et ça va être étiqueté Aliments du Québec, Île-de-la-Madeleine. Alors, avec ces mesures-là, on croit que ça va aider vraiment pour la flottille de homard. Maintenant, il y a d'autres pêcheries aussi qu'on a aidées, et entre autres en mariculture. Je ne sais pas s'il y aura d'autres questions sur la mariculture, je peux l'aborder rapidement. Mariculture, on a aidé vraiment les mariculteurs des îles et qui s'en sortent très bien. Ailleurs, c'est difficile, mais aux îles, il y a des gens qui réussissent à vivre de la mariculture. Et pour moi, c'est de l'avenir parce qu'on cultive la mer avec la mariculture. Merci beaucoup, Mme Richard. Monsieur Chevalier. Merci. D'abord, vous dire que le Parti libéral du Québec a une stratégie extrêmement importante, l'une des premières au Québec, qui est la stratégie maritime, qui comprend 11 grands secteurs d'activité, les traverses, les ports, les quais, les bateaux, les chantiers maritimes, le tourisme, mais aussi le secteur de pêche. Le secteur de pêche, c'est vaste. OK? Aux îles, on a la pétonque, le crabe, le homard, la mariculture. On a plusieurs espèces, le hareng, en moindre quantité, le maquereau, la morue, et ainsi de suite, le flétan. On a, je dirais, à être présent, le gouvernement du Québec, peu importe qui il est. Parce que c'est ça qu'a bâti les îles de la Madeleine, les pêches. Et c'est ça qui est notre principal pilier économique. Donc, il ne faut pas être gêné de demander du soutien budgétaire dans le secteur des pêches, parce qu'on n'a pas de forêt ici, on ne fera pas de scierie. Alors, il faut vraiment supporter le domaine des pêches. Bien sûr, le homard, c'est une de nos principales ressources, la traçabilité, un bon point, pour s'assurer que le homard des îles soit bien reconnu à Québec et que des grossistes ne le vendent pas au mois d'avril, alors que la pêche n'est pas commencée, puis on nous fait croire que c'est du homard des îles. Conclusion. L'autre élément, les phoques, les loups marins, comme on dit aux îles. Ils ont une importance capitale sur le secteur des pêches. Merci beaucoup, M. Chevalier. On va y revenir. Mme Borowska. Le Parti québécois a mis en place une politique de souveraineté alimentaire qui vise à promouvoir les produits au Québec dans l'alimentation des Québécois. C'est un très bon pas qui devrait être amélioré, développé et assumé à son plein potentiel. Ça s'applique directement au homard des îles et aux pêches différentes des îles. J'imagine que vous savez qu'il y a une seule journée de pêche au flétan aux îles et qu'on n'a pas le moyen d'entreposer ces ressources-là. On se retrouve à importer du poisson, à servir à la clientèle touristique parce qu'on n'a pas les moyens de gérer nos propres ressources. Donc, il y a beaucoup qui a été fait dans les dernières années par les deux gouvernements qui va dans le sens d'un développement durable des ressources halieutiques au Québec. En fait, les Malinos sont probablement ceux qui font la pêche au homard de la façon la plus responsable sur la côte est au complet. C'est une fierté qu'il faut mettre de l'avant. Et c'est peut-être une fierté qu'il faudrait mettre de l'avant dans notre éducation. Là, je fais le lien entre les deux. Parce que l'éducation, c'est ce qui va développer ça. Si on le met en valeur et on offre, par exemple, un programme de pêche durable, on se démarque des autres cégeps et on pourrait attirer des gens. Les pêcheries sont une ressource renouvelable. Il faut surtout les aborder comme telles et les promouvoir comme telles. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions de la part de nos étudiants? Ah oui, vous avez le droit d'en poser deux, là. Bonjour, Louis-Charles de retour au micro. C'était pour savoir, comme vous savez tous,
les deux principaux secteurs économiques aux îles, c'est la pêche et le tourisme. Je voulais savoir, c'était quoi vos projets pour emmener vraiment un nouveau souffle permanent et qui puisse ramener vraiment de l'argent aux gens des îles, des projets ou des nouveaux secteurs économiques. Merci. C'est au tour de M. Chevary de commencer. Bien sûr, je ne sais pas si ta question était portée plus sur le tourisme. Non, c'est comme un autre souffle. C'est sûr que je parlais des pêches tantôt, qui est un pilier, puis ça, on ne peut pas passer à côté. Ça, c'est certain. Puis il faut utiliser toutes les ressources possibles, faire de la recherche-développement pour trouver d'autres produits de commercialisation qui feraient en sorte qu'on crée des emplois aux îles et qu'on exporte des produits. L'autre chose, c'est, puis j'ai terminé avec ça, ma conclusion sur le phoque, le loup-marin. Le loup-marin est une ressource importante qui vient autour des îles puis de Terre-Neuve en grande quantité, et on n'a pas le choix de ne pas abattre les loups-marins. Sinon, il y a un déséquilibre dans l'écosystème. Donc, si on doit nécessairement les abattre pour protéger notre milieu des pêches, on doit nécessairement aussi penser qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les produits dérivés du phoque. Et c'est dans ce sens-là qu'on pourrait créer un autre, peut-être pas une industrie aussi importante que le homard, mais quand même, c'est chaque petite industrie, peut-être de 20-25 employés, qui permettrait justement d'ajouter. Après ça, on a le tourisme. Conclusion, s'il vous plaît. Bon, le tourisme, le principe, tout le monde pense que les îles, c'est connu à travers le monde. Oui, effectivement, c'est connu. Mais ce n'est pas suffisamment connu encore. Et le tourisme est un secteur important. On doit en faire la promotion, réinvestir encore dans ce domaine-là au niveau de la promotion. Merci beaucoup, Mme Borowska. Je ne sais pas si tu vas aimer ma réponse. Québec solidaire dit ouvertement que la croissance économique n'est pas une fin en soi. On a fait de la croissance économique depuis 100 ans, depuis 50 ans de façon à bloc, entre guillemets, là. Et on s'est retrouvé avec de très graves problèmes sociaux, économiques et environnementaux. Ce que je te dirais, c'est que l'avenir, tant à cause des changements climatiques et ce qu'ils vont coûter, tant à cause des différences qui se sont établies à l'intérieur du système économique et des mêmes différences qui s'appliquent dans le régime social, moi, je n'entrevois pas une croissance à 4-5 %. Ce n'est pas les gros projets qui vont faire rouler notre économie. Moi, je pense qu'il faut viser sur l'entrepreneuriat des jeunes, répondre à nos besoins nous-mêmes, parce que tant qu'il y a du travail à faire, il devrait y avoir de l'emploi. Mais ce n'est pas une question de rêver de bâtir un pont à chaque année. Il faut revenir à notre échelle locale et de nous développer dans le respect de cette échelle. Oui, faire connaître les îles, oui, développer le tourisme, mais à l'intérieur d'un cadre réaliste. On ne peut pas commencer à rêver de New York. On ne le sera pas. On n'a pas intérêt à aller. Merci. Mme Richard. Oui, merci. Effectivement, on veut garder les îles telles qu'elles sont. On veut qu'elles se développent, mais on ne voudrait pas être New York, surtout pas. Je pense que c'est important de développer différents secteurs, différents créneaux. Entre autres, en tourisme, il faut injecter, je pense, plus d'argent. On a présentement une entente de partenariat pour le tourisme, pour aider ceux qui ont des projets de développement en tourisme, de leur donner un bon levier financier, puis il leur reste un peu de mise de fonds à mettre qui est quand même minime par rapport au coût total du projet. Alors ça a été remis de l'avant avec des nouveaux fonds dernièrement. Également, je pense qu'il faut développer des nouveaux créneaux d'avenir, comme dans les nouvelles technologies, la biotechnologie marine, dans les énergies renouvelables. Il pourrait y avoir de nouveaux emplois dans ça, de recherche, d'innovation. On peut penser aussi gestion des matières résiduelles, qui est un grave problème aux îles de la Madeleine. Je pense qu'il faut continuer la recherche dans ce secteur-là. Alors, il y a plein de nouveaux créneaux qui peuvent justement être intéressants pour les jeunes et qu'on va continuer à développer, comme on disait en début, avec les nouvelles politiques d'entrepreneuriat, de développement de petites entreprises, parce que je crois qu'on peut développer au niveau de l'économie sociale, au niveau des coopératives, au niveau des petites et moyennes entreprises. C'est comme ça qu'on se développe aux îles, qu'on a des entreprises déjà qui pourraient grandir, pourraient faire de l'exportation. Alors ça, c'est dans toutes les politiques qu'on a mis de l'avant depuis un an, qui vont porter fruit dans les prochaines années. Merci beaucoup. Une autre question.
je vais savoir qu'est-ce que pensez-vous finalement. Beaucoup de Madelinos et de Québécois n'ont pas accès à un médecin de famille. On parle que de coupures, déficit de notre C3S. Alors, je vais savoir votre opinion, puis la vision de votre parti aussi, concernant par exemple le recours aux services de santé privés. Bon, merci beaucoup. La question s'adresse à l'ensemble. On est rendu à qui? Madame Natalia? Non. Oui, c'était Germain tout à l'heure. Alors, Natalia? Québec solidaire a une position assez claire, un médecin de famille pour tous, des soins de santé publics. Et oui, j'imagine que je vais me faire dire qu'on veut donner tout gratuitement à l'ensemble de la population. Mais encore une fois, il s'agit de créer des postes, des emplois bien rémunérés avec de bonnes conditions de travail qui offrent quelque chose à notre société. C'est des postes qui contribuent à notre santé individuelle et collective. Puis la santé, ça ne se limite pas à des pilules. On peut investir dans la prévention de la maladie, beaucoup plus qu'on investit dans le traitement. On peut réduire les coûts de traitement, notamment en instaurant Pharma Québec. Je n'ai pas le temps de vous le décrire. Allez sur Internet, regardez qu'est-ce que Québec solidaire propose pour Pharma Québec. C'est essentiellement de développer une industrie pharmacologique au Québec qui va réduire jusqu'à 60% nos coûts de médicaments à l'interne. Avec les économies qu'on fait, on peut investir dans des postes de traitement, dans des postes qui vont offrir des soins directement à la population. Oui, couper dans certains cadres, mais surtout pour offrir des meilleurs soins en prévention à la population. Il y a beaucoup de déterminants de la santé. L'environnement en fait partie, l'éducation en fait partie, des conditions de travail en font partie. Conclusion, s'il vous plaît. Une vision intégrée et cohérente de la santé va faire en sorte qu'on pourra sauver de l'argent et développer notre qualité. Merci beaucoup, Mme Richard. Oui, alors je suis d'accord avec Natalia, parce que pour voir la santé de façon globale, on s'entend bien là-dessus. Et je pense que l'important, ça va être de maintenir les services de santé à la population et d'agir en prévention. C'est justement la vision du Parti québécois et du ministre de la Santé, Régent Hébert, d'agir en prévention, va augmenter le nombre de professionnels de la santé dans les groupes de médecine familiale qui, justement, s'attaquent aux problèmes de maladies chroniques ou aux mauvaises habitudes d'alimentation ou de vie. Alors, on veut axer sur la prévention. Également, les services et soutiens à domicile, les budgets ont été augmentés et ça enlève de la pression sur le centre de santé en allant plus à domicile, en augmentant les soins. Maintenant, pour le déficit de l'hôpital, qui est là depuis plusieurs années, plusieurs plans de redressement n'ont pas fonctionné dans les derniers 30 ans. Il y a un plan de redressement présentement qui fait du chemin. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que les gestionnaires, les cadres, la direction et les syndicats font partie d'un comité paritaire pour trouver des solutions de réorganisation de services tout en maintenant les services à la population. Je pense que ça, c'est de bon augure pour les îles de la Madeleine et c'est le développement, je pense, des GMF, les groupes de médecine familiale qui vont permettre d'avoir accès à un médecin de famille. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer, M. Chevalier. Merci. Je vais être très concret. J'ai été directeur général pendant plusieurs années dans plusieurs établissements des îles. Et je pense que c'est ça que la population des îles veulent savoir. Pour nous, aux îles, qu'est-ce qui va se passer? Et effectivement, le temps que j'étais à la direction du C3S, on a fait des déficits. On a eu des années en équilibre budgétaire, plusieurs années en équilibre budgétaire. Mais je n'ai jamais plié les genoux devant une directive du ministère de la Santé ou encore de l'Agence de santé pour couper dans les services. Jamais. Et je ne le tolère pas plus maintenant. L'an passé, le C3S des îles a dû subir des compressions de l'ordre d'1 million de dollars dans le budget Marceau qui s'en vient. Et Mme Marois a mentionné que c'était son cadre budgétaire. Il est mentionné que le C3S va avoir une indexation insuffisante pour assurer la qualité et la quantité des services qu'on a actuellement. C'est plus ou moins 800 000 $ qui va être encore en compression au C3S. Moi, je dis c'est assez. Et si la députée n'est pas capable de défendre les Madelinos au niveau des services de santé, eh bien, moi, je vais être capable
de défendre les Madelinos, comme j'ai toujours défendu les Madelinos aux îles de la Madeleine, puis j'ai été la voix des îles à Québec et non l'inverse. Merci. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Alors, vous savez, il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés. S'il y a un thème qui vous intéresse ou vous considérez qu'on n'est pas allé au bout, alors, vous pouvez reposer la question. Il y a une autre question derrière, Elisabeth, tantôt. Mon nom, c'est Céline Chiffre-Cornet. On n'a pas abordé la question des énergies renouvelables. Je me demandais qu'est-ce que vous pensez là-dessus, puis si c'était possible d'intégrer ça aux îles dans un avenir prochain. Alors, merci beaucoup. Alors, on est rendu autour de Mme Richard. Alors, 90 secondes, merci. Oui, alors, je pense que c'est très important d'investir dans les énergies renouvelables. Dans le programme du Parti québécois, la plateforme, vous pouvez aller lire. Pas longue à lire, ça se lit bien. Vous pouvez y aller sur le site pq.org. On fait état de tout ce qu'on veut faire en énergie, en efficacité énergétique et tout l'argent qui va être déployé pour les énergies renouvelables. Entre autres, un magnifique projet, c'est l'électrification des transports. Alors, c'est d'utiliser les surplus d'énergie pour utiliser cette énergie-là pour se déplacer, soit avec des voitures électriques, transport en commun électrique, même camions légers ou trains comme celui sur le pont Champlain. Je pense que c'est là-dedans qu'il faut investir pour justement diminuer notre dépendance au pétrole. Mais il y a également d'autres énergies renouvelables comme l'éolien, dans lequel on a investi beaucoup. Et ça fait travailler des gens, même si on est en surplus d'électricité et que ça coûte cher, ça fait travailler beaucoup de gens dans le point de vue manufacturier, c'est-à-dire de construire les pales et toutes les composantes pour les éoliennes. Et il y a d'autres formes d'énergie renouvelable aussi qui sont mises de l'avant, de l'expérimentation, et il y a beaucoup de budgets qui ont été déployés avec les années qui s'en viennent pour essayer d'inventer. Il pourrait y avoir de la géothermie. Conclusion. Oui, et toutes les formes de toute façon d'énergie renouvelable, se servir des marées, du fleuve, le courant dans le fleuve, il y a déjà des projets. Alors, merci. Je pense qu'il faut investir. Merci beaucoup, M. Chavaret. Oui, c'est sûr qu'il n'y a personne qui est contre la vertu, et je le mentionnais, concernant l'environnement, utiliser nos énergies renouvelables. C'est la voie de l'avenir. Mais il faut aussi être conscient que le pétrole est encore là pour plusieurs années. Il faut chercher d'autres secteurs, d'autres voies pour vraiment, je dirais, diminuer notre pression sur les gaz à effet de serre, sur nos empreintes écologiques. Pas de problème avec ça. Concernant l'électrification, on avait des ententes au gouvernement libéral avec plusieurs compagnies de voitures pour justement stimuler nos voitures électriques, le transport en commun également. L'éolienne, c'est effectivement le gouvernement libéral qui a lancé les grands projets d'éoliennes au Québec, et je pense qu'il faut aller dans cette voie-là. Mais on a une période de transition qu'il faut assumer, et je pense qu'on pourrait, entre autres, avec le gaz naturel, par exemple, si la centrale était convertie au gaz naturel, on aurait une possibilité de réduire, notre empreinte écologique, justement, par l'émission la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On pourrait aussi moderniser la flotte de nos navires aussi. Merci. Les éoliennes qui ont été faites au Québec, ça a été un charabia total. La majorité des communautés où les éoliennes étaient implantées étaient aux barricades à l'intérieur de 24 heures. Les projets étaient imposés et ne provenaient pas des communautés. Il y a eu quelques projets développés d'une façon un peu plus cohérente en Gaspésie, mais malheureusement, la majorité des firmes qui exploitent ces champs éoliens sont des grandes entreprises qui se font financer encore une fois par les deniers publics, plutôt que de favoriser notre savoir-faire local. Je suis vraiment pas d'accord avec la conversion de la centrale ici au gaz naturel. Je ne sais pas d'où ce qui prendrait le gaz. La seule place où il pourrait le prendre, on s'entend que je viens de passer 5 ans à dire non. Moi, j'aimerais vous faire
d'énergie renouvelable, mais on a déjà des surplus. Si on donne des moyens aux communautés de produire des énergies renouvelables à leur échelle, et on investit surtout dans la réduction de la consommation, et on parle là de rénover les maisons, parce que chauffer dehors, c'est jamais rentable, ni pour l'État, ni pour l'individu. Ça crée des jobs accessibles, parce que la moitié d'entre vous, je suis certaine, sont habiles avec un marteau. Conclusion, s'il vous plaît. Et ça n'impose pas de facture à l'environnement ni aux communautés qui se retrouvent à assumer ces structures-là. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde a répondu? Oui. Excusez-moi. Alors, une autre question. Il y avait Elisabeth derrière. On reviendra à toi, Gabrielle, après. Ou vos mesures que vous envisagez pour favoriser le retour des jeunes en région? La même question. Alors, M. Chevalier. Bon, favoriser le retour des jeunes en région, c'est assurément avec l'économie. Si on réussit à repartir l'économie, à relancer, à mettre les îles en marche, en mouvement, dynamiser les îles, je pense que c'est comme ça qu'on va favoriser le retour des gens. Il n'y a pas de jeunes nécessairement, ou c'est sûrement pas la majorité, avec des diplômes collégiales, ou des formations professionnelles, ou encore universitaires, qui vont revenir aux îles pour rien faire aux îles, ne pas contribuer au développement économique des îles. Donc, c'est l'emploi. Dans tous les secteurs d'activité, stimuler aussi l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Parce qu'aux îles, on a plusieurs exemples, sans les nommer, où c'est des jeunes qui ont parti des nouvelles entreprises. On peut penser au Pas Perdu, on peut penser à la brasserie à l'abri de la tempête, et il y en a sûrement beaucoup d'autres. Donc, l'entrepreneuriat, stimuler l'entrepreneuriat et supporter aussi financièrement, parce que le jeune n'a pas nécessairement tout le capital financier ou des crédits budgétaires pour investir 100 000 ou 200 000 dans une entreprise. Conclusion. Et on a aussi, qu'on avait mis sur pied, une exemption d'impôt jusqu'à 8 000 $ pour qu'un jeune puisse revenir aux îles et n'ait pas à payer d'impôt sur ce montant-là. Merci beaucoup. Pour Absca. Pour moi, le retour en région va se faire assurément par la promotion de la qualité de vie. L'emploi, ce n'est pas la seule affaire qu'on a à faire dans notre vie. La vie, ça ne se calcule pas simplement à coup de taux hypothécaire ou de chèque de paie. À mon avis, puis la raison pourquoi moi je suis revenue aux îles, pourquoi je suis revenue une fois et revenue une deuxième fois, c'est parce que les îles offrent quelque chose de je ne sais quoi. C'est une qualité de vie, c'est le fait que je connais mes voisins, c'est le fait qu'on se bat, qu'on se connaît et qu'on se bat pour des services de proximité. Il y a des liens de confiance que je n'ai jamais eu à l'extérieur et c'est ça qui fait la qualité de vie. Travailler plus pour travailler plus n'a pas de sens. Travailler mieux pour pouvoir travailler moins, ça, c'est une vision que moi je partage. L'entrepreneuriat des jeunes. Merci beaucoup. Alors, Mme Richard, pour terminer. Alors, moi, je pense que le retour des jeunes, c'est la qualité de vie et l'emploi. Fait qu'on va faire un mix des deux. Oui, la qualité de vie, c'est important. Puis, effectivement, aux îles-de-la-Madeleine, on retrouve une qualité qu'on ne voit pas ailleurs. En même temps, quand on revient aux îles, bien, il faut avoir un emploi, puis on veut fonder une famille, puis avoir une maison, parce que l'accès à la propriété, c'est pas facile aux îles. Alors, je pense que ça prend un emploi et justement, c'est en développant l'emploi, ce que je veux faire dans les prochaines années, dans différents créneaux, mais il y a aussi qu'il va y avoir des emplois de plus en plus disponibles, de plus en plus d'emplois disponibles à cause du vieillissement de la population et les gens qui travaillent dans beaucoup de secteurs vont aller à la retraite dans les prochaines années. Alors, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour les jeunes qui vont revenir aux îles, qui vont avoir des emplois, que ce soit dans le secteur des services de la santé, dans l'éducation, il y a des emplois qui se créent. Mais il y a aussi effectivement l'entrepreneuriat chez les jeunes qui est magnifique,
parce que les beaux projets qu'on voit émerger aux îles de ce temps-là, c'est beaucoup les jeunes qui portent ces projets-là. Alors, on en a nommé quelques-uns, mais il y en a plein d'autres exemples aux îles. Et on regarde la fromagerie qui a été partie par des jeunes, mais maintenant qui est vraiment reconnue partout au Québec. Et du côté de l'agriculture, du côté d'Avrobert, il y a plein de beaux projets. Hein? Alors, il y en a des projets, dont celui de Natalia, que c'est très intéressant, puis je pense que c'est ça qu'il faut encourager. C'est ça qu'il faut encourager pour les jeunes qui vont revenir aux îles et leur donner de l'espoir. Merci beaucoup. Alors, oui, vous avancez. Gabriel Arsenault, encore. La question s'adresse surtout à Mme Richard. C'est au sujet du pipeline transcanadien, le projet de loi qui a été proposé au Parti québécois, dont je dirais la vision est supposément favorable, en tout cas des préjugés favorables, selon ce que je peux comprendre, envers le projet. Je voudrais savoir si votre opinion diffère ou va dans le même sens que votre parti à ce sujet. Alors, Mme Richard, 90 secondes. Oui. Alors, il n'y a pas de préjugés favorables présentement. Il y a eu une commission parlementaire qui a fait 18 recommandations qui a été donnée au ministre. Mais il n'y a pas de décision de prise par rapport au pipeline. Et il y a un danger avec le pipeline. Je partage tout à fait vos inquiétudes parce que ce sont des équipements quand même qui sont vétustes. Mais dans les 18 recommandations qui ont été données par la commission parlementaire, et la commission parlementaire, ça regroupe les gens de tous les partis, et ils étaient d'accord, presque tous, en fait, à faire ces recommandations-là, dans le principe de précaution, de faire attention et de ne pas aller n'importe comment, surtout si on veut inverser le flux du pétrole et apporter du pétrole des sables bitumineux, qui est un pétrole lourd, qui est encore plus dommageable, puis si les pipelines sont usagés, il y a du danger. Fait que je pense que les recommandations vont être prises en considération de façon très, très, très sérieuse et qu'on n'est pas rendu à dire que ça va se faire. Il y a des études, il y a des recommandations, mais présentement, ce n'est pas, on n'est pas rendu là et ce n'est pas dans le programme non plus de le faire dans les prochains 4 ans. Merci beaucoup. Monsieur Chevary, une réplique de 30 secondes. Bien, je pense qu'effectivement, dans un projet aussi important que celui-là, il faut appliquer le grand principe de précaution. Puis d'être, comme je le mentionnais en introduction, pas prudent, extrêmement prudent. Ça, moi, je partage ça, c'est mon point de vue. Maintenant, j'irai plus loin en disant, dans ce genre de projet-là, j'aimerais ça qu'on installe un mécanisme de surveillance. Et que ce soit un mécanisme de surveillance qui soit indépendant des compagnies ou de l'industrie pétrolière. Merci beaucoup. Et non le lapin gardien de la salade. Merci. Natalia, pour terminer. Je suis très d'accord avec toi, Germain. Ça prend un mécanisme de surveillance, mais j'aimerais ça qu'il soit mis avant qu'on approuve quelconque projet. La commission parlementaire a été bâclée de A à Z et a fait fi de la majorité, en fait, a fait fi de la seule position prise par des citoyens. Je veux dire, on l'a tous vu sur Facebook, ça a été d'un conte du ridicule. Les deux parties ont un préjugé favorable au développement pétrolier au Québec, que ce soit par l'entreprise des pipelines ou par le développement par des forages locaux. Alors que un ou l'autre comblerait à nos besoins. Merci beaucoup. Manque de vision. Merci. D'autres questions? D'autres sujets? Oui? Juste pour qu'on c'est serré un peu, mais pour qu'on entende bien la question, c'est intéressant de se déplacer au micro. Moi, c'est Geneviève Leroux. J'ai entendu dire à la radio ce matin, selon le parti Québec solidaire, qui voulait répartir un peu plus d'argent aux communautés en tant que telles. Donc, je voulais savoir un peu, développer là-dessus. La question s'adresse à Québec solidaire. D'accord, pour 90 secondes. J'imagine que tu fais allusion à la volonté de Québec solidaire de revoir la fiscalité des municipalités, entre autres. En fait, on considère que le niveau d'État qui répond le plus rapidement et le mieux aux besoins des citoyens, c'est le niveau le plus rapproché, soit les municipalités ou les MRC. Donc, la question est de distribuer les pouvoirs aux municipalités de façon à ce qu'ils puissent répondre à ces besoins.
En ce moment, les municipalités sont prises uniquement avec un revenu tiré des taxes foncières. Ils ont tout intérêt à développer la valeur des terrains. Cette valeur est après assumée par les taxes des citoyens, qui sont souvent pris au coup par une augmentation soudaine. Il y a quelques années, les prix des terres à grande entrée ont augmenté de 50% d'une shot parce qu'il y a 2 maisons qui sont vendues. L'idée, là, c'est de séparer, d'enlever la dépendance des municipalités aux ressources tirées uniquement des revenus fonciers et de leur offrir une façon d'aller chercher des revenus dans d'autres secteurs. Ce n'est pas une question d'augmenter la taxation, mais de diversifier la taxation, de revoir la fiscalité. Merci beaucoup. Réplique, Janine Richard, de 30 secondes. Oui, merci. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est que la discussion qui se passe avec les municipalités. Le gouvernement et les municipalités ont signé une entente parce qu'on s'entend que c'est le domaine municipal qui est le plus près des gens. Et on veut avoir une proximité actuellement avec nos élus. Même si moi, je me considère très proche des gens des îles, c'est quand même un palier différent. Mais au niveau municipal, c'est le plus proche de la population. Et les municipalités ont la chance de se faire entendre et de faire entendre leur population aussi dans une entente Québec-municipalité pour la distribution de la richesse. Merci beaucoup, M. Chevalier. Je vais y aller avec, de façon plus large. Je me dis sur tous les grands projets nationaux qui touchent une communauté. Ce qui est important, c'est de défendre le principe que les bénéfices ne doivent pas être uniquement au national et que les risques soient uniquement au local. Non. Les bénéfices au national, mais également les bénéfices au local en termes de redevances si on est dans des projets de gaz naturel ou pétrole ou autre. En ce qui concerne le tourisme. Merci, M. Chevalier. Il faudra y revenir avec nos questions. Alors, d'autres questions? N'hésitez pas, on va faire les conclusions vers 20. Donc, il reste à peu près une dizaine de minutes de questions. Donc, 3-4 questions probablement. Non, c'est seulement les étudiants et les membres du personnel. Et là, je regarde si les étudiants ont vraiment fait le tour de leurs questions. Peut-être que oui. Alors, je pourrais peut-être... il ne faut pas gêner, il n'y a pas d'autres questions? Une autre question, c'est que je vous vois. L'autre question, c'est pour jouer. Tu peux la poser si tu veux avant de terminer ou on peut y aller avec les membres du personnel. Une dernière, Gabriel. On te racontera des réponses. En tout cas, on assiste présentement, notamment aux États-Unis, à une grande vague de légalisation et d'acceptation de la marijuana médicale. Je voulais savoir, comme alternative, notamment à l'industrie pharmaceutique traditionnelle, pour régler plusieurs maux, plusieurs problèmes. Je me demandais si vos partis avaient peut-être, je ne sais pas, une vision de ce côté-là, peut-être comme alternative ou comme... je ne sais pas. Vous avez compris le début de la question? Je pense qu'on n'a pas compris juste le début, c'est sur la légalisation de la... C'est ça, c'est justement, il y a eu une grande vague, justement aux États-Unis, d'acceptation de légalisation de la marijuana médicale, comme alternative à l'industrie pharmaceutique traditionnelle des médicaments, de prescription, etc. Je me demandais si votre parti avait une vision de ce côté-là. Merci beaucoup. Alors, on est autour de Nathalie pour commencer cette question. Quand j'ai demandé s'il fallait que je fasse valider mes positions par le bureau national, ils m'ont répondu, tu peux dire, tiens-toi à la plateforme, on te fait confiance, on ne prend juste pas de position officielle sur la légalisation du pot. Je vais éviter de me compromettre, mais on va te répondre pareil. Il y a des places où ça se fait et on voit que ça a des bénéfices économiques notables. On sait que la grande majorité des gens qui sont en tôle en ce moment sont pour des petites infractions liées au commerce. On sait que ça rapporte énormément d'argent à des institutions illicites qui sont associées avec de la prostitution, de la vente, du commerce d'êtres humains, etc. Donc, j'imagine que découpler les deux, ce serait une bonne idée. Je ne sais pas si ça pourrait passer par Pharma-Québec, mais on s'entend que le Colorado a développé des façons d'administrer les composantes médicales autres que le THC et du THC de façon très contrôlée. Ça ne passe pas nécessairement par un joint.
si une plante est démonisée par principe, on risque de passer à côté des bénéfices qu'on en tire. Je pense que dans une approche de précaution, il vaudrait mieux se poser les bonnes questions avant. Est-ce que ça veut dire légaliser tout pour tout le monde? Je ne pense pas que ce serait nécessairement une bonne idée dès le départ. Merci. Mme Richard? Oui, effectivement, nous non plus, je ne pensais pas inscrit dans la plateforme électorale. Ça ne m'a pas frappé. Par contre, je pense que c'est important de dire qu'à des fins thérapeutiques, ça devrait être légalisé et que les gens puissent en faire pousser, eux autres mêmes, qu'ils puissent cultiver leur propre marijuana. Je pense que c'est important aussi. Parce que justement, ça empêche le commerce illégal et puis c'est démontré que ça a des bienfaits très importants pour les gens, entre autres atteints de cancer, qui ont des douleurs, qui ne peuvent pas soulager avec des médicaments traditionnels. Fait que je pense qu'à des fins thérapeutiques, il faudrait aller de l'avant avec la permission et la légalisation de la marijuana. Merci. M. Chevary. Oui. Bon, je pense que ça va un peu dans le sens de mes collègues. Il faut avoir je dirais, un principe rigoureux en termes d'étude de la question, puis de déploiement également. Et je vais vous donner l'exemple un peu comme on a fait à l'Assemblée nationale sur l'étude de l'euthanasie et du suicide assisté, où on a mis en place, le gouvernement libéral, une commission parlementaire non partisane, dont les partis présents à l'Assemblée nationale étaient représentés sur cette commission-là. On a fait venir des experts, on en a discuté, on a fait une consultation itinérante partout à travers la province. On a passé des heures et des heures à discuter pour produire un rapport avec des recommandations et aller dans le sens de l'aide médicale assistée. Parce qu'on pensait à la personne et vraiment, je dis, dans une approche humanitaire et d'être sensible à la misère humaine. Et je pense que dans ce sens-là, le processus pourrait s'appliquer également pour ce qui est de la marine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les étudiants? Sophie? Non, merci beaucoup. Merci. Oui, tu peux venir. Il nous reste de la place pour environ 2 questions. C'est justement sur la question de mourir dans la dignité, là, puis la nourriture, qu'est-ce que vous pensez là, de chacun de vos parties de ça, puis si ça veut prendre forme au Québec? Merci, Sophie. On est rendu autour de Mme Richard pour commencer. Moi, je suis heureuse de pouvoir répondre à ta question parce qu'entre la commission itinérante qui avait eu lieu avant qu'on soit au gouvernement et maintenant, il y a eu quand même beaucoup de transformations par rapport au projet de soins de fin de vie. Et j'ai siégé à la commission Santé et Services sociaux pour le projet de loi, justement, qu'on a mis de l'avant, qui n'a pas pu être adopté avant la fin de la session. Il manquait 2 heures. Fait qu'on n'a pas pu le faire adopter. Maintenant, ce n'est pas du suicide assisté, c'est important de dire. C'est d'accentuer les soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Il y a des conditions très strictes, évidemment, il faut être en fin de vie. Il y a aussi la sédation palliative continue qui va être mieux encadrée. Ça, c'est de plonger quelqu'un dans un coma permanent jusqu'à temps qu'elle décède. Il y a également l'aide médicale à mourir. Mais ce n'est pas du suicide assisté. C'est vraiment une aide médicale pour les personnes en fin de vie dont la maladie est irréversible et qui souffrent de façon exceptionnelle, qui ne peuvent pas être soulagées autrement et qui demandent que les souffrances soient abrégées par une substance qui va les aider à terminer. Au lieu de mourir lentement pendant quelques jours, quelques semaines, il y aurait un médicament qui les aiderait tout de suite. Sauf que ce n'est pas de l'euthanasie et ce n'est pas du suicide assisté. Il faut que la personne le demande elle-même. Et par plusieurs fois. En tout cas, il y a tout un protocole qui est bien suivi. Et le projet de loi, on souhaite l'adopter dès qu'on va rentrer le 6 mai à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, M. Chevary. Oui, bien, c'est ça, j'ai participé à cette commission-là pendant 2 ans. Et effectivement, ça a évolué, c'est devenu un projet de loi qui, malheureusement, Mme Marois était trop pressée d'aller en élection. Elle a demandé au lieutenant-gouverneur d'abroger la Chambre. Donc, le projet de loi meurt au feuilleton. Si nous sommes au pouvoir, on va le reprendre parce que la grande majorité d'entre nous, à l'Assemblée nationale, était d'accord avec ce projet de loi. Et il faut faire une distinction, effectivement, comme Mme Richard le disait.
L'euthanasie, c'est quelqu'un qui intervient pour faire mourir une personne. Le suicide assisté, c'est quelqu'un qui procure une substance et que la personne s'administre elle-même. Mais dans ce cas ici, c'est de l'aide médicale assistée. Et ce sera fait dans le cadre, je dirais, de nos établissements, hôpitaux, dans le cadre médical, avec une organisation sous le contrôle du département de médecine générale et tout va être, je dirais, rigoureusement encadré sur le plan professionnel et médical. Et ce qui est bien important de comprendre, c'est que la personne doit prendre une décision libre et éclairée. Donc, ce n'est pas ses enfants, ce n'est pas son voisin, c'est elle, après des demandes répétées à son médecin traitant pour recevoir cette aide-là. Parce qu'elle est... Merci, M. Chevalier. Pour terminer, Mme Borowska. On n'a pas vraiment de position officielle électorale là-dessus. Je pense que tout le monde considère que mourir dans la dignité est un droit humain et que dans nos circonstances actuelles où les gens vivent aux dépens de machines et de médicamentation, loin au-delà de leur fin de vie utile, disons, là, normalement ils seraient capables de vivre. C'est une question morale qui a été très importante à adresser. La seule chose que je peux vous dire, sans m'éterniser, c'est que ça a été un très beau processus de consultation démocratique. S'il y a bien une affaire où on peut être fier de notre gouvernement, c'est à ce sujet-là. Ça a été une preuve de collaboration de la part de toutes les parties et il n'y a pas grand-chose à redire là-dessus. Ça a été bien fait. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question. Je pense que les étudiants, vous avez écoulé pas mal vos questions. Est-ce que j'ai vu les membres du personnel? Il y avait Sophie Turbude. Oui. Oui. OK, mais c'était un peu confondu. Oui, tu l'as posé quand même. OK. C'est toujours bon d'aller au fond. Ce sera la dernière question et ensuite, ce sera la conclusion de la fin. Oui, c'est enseignante. En fait, moi, je me demandais, je voulais savoir des mesures concrètes pour avoir des emplois bien rémunérés aux îles de la Madeleine. Je ne sais pas si vous avez, chacun des candidats, des mesures concrètes au-delà du principe général, là, pour avoir des emplois, justement, bien payés et toute l'année. Merci beaucoup. M. Chevalier, pour commencer. Bien, c'est sûr qu'on peut penser rapidement à la santé. Ce sont des emplois très bien rémunérés sur une base permanente. Si on veut arrêter de saccager le système de santé avec le gouvernement péquiste, je pense qu'on a des chances aux îles de poursuivre dans le même développement et de permettre à des infirmières, à des médecins, à des travailleurs sociaux, à des ergothérapeutes, peu importe, mais d'avoir des emplois très bien rémunérés et de prendre aussi la relève pour des gens dans ce secteur-là. Aussi, dans l'éducation, c'est encore la même chose. Il faut réinvestir dans nos écoles, il faut diminuer la bureaucratie. Et ça s'applique aux îles, c'est très concret, parce que je parlais tantôt de la question des fusions des 7 commissions scolaires de l'Est du Québec. C'est à l'agenda du gouvernement péquiste actuellement. Il y a un comité qui a été mis en place et qui va faire des recommandations. Alors, il ne faudrait pas se faire tromper comme on s'est fait tromper avec les frais de scolarité au niveau des étudiants. Et la commission scolaire des îles, c'est 2 millions de dollars en retombées économiques et 18 emplois. Ça aussi, ce sont des emplois où il y a de la relève chez nos jeunes, de même que dans l'ensemble de nos écoles. Je parlais tantôt de l'industrie du phoque qu'on pourrait mettre en place. Ce n'est peut-être pas des centaines d'emplois, mais c'est un exemple concrètement qu'on a une ressource là qui est importante à utiliser et qui pourrait créer des emplois. Merci beaucoup, Mme Borowska. Oui, les services aux citoyens en éducation et en santé, absolument. Un investissement qui a tout son sens, à long terme comme à court terme. Je parlerai aussi de rénovation écologique, de production alimentaire, de transformation alimentaire, de soins aux personnes, de soins aux personnes âgées, de soins aux personnes malades. Je ne peux pas te garantir que c'est des emplois à l'année. Mais si on parle d'économie, il faut garder en tête que l'économie, tant de l'État que d'individus, c'est l'argent qui rentre et l'argent
si on est capable de créer des postes, des emplois qui réduisent le coût de vie des gens autour d'eux, à ce moment-là, on n'est pas obligé de travailler 60 heures par semaine, puis on n'est pas obligé de s'arracher des jobs à 20, 30, 50 piastres. On peut se contenter de moins parce qu'on a besoin de moins. Et dans une perspective à long terme, dans des conditions économiques et environnementales difficiles, ça risque d'être une stratégie un peu plus flexible d'essayer de trouver des jobs à des ingénieurs partout. Merci beaucoup. Madame Richard, pour terminer. Oui, merci. Alors, pour ce qui est de la commission scolaire, je pense que ça a été bien clair par la première ministre qui a fait une entrevue à CFIM. Il n'est pas question de fusionner la commission scolaire des îles. Les emplois à la commission scolaire, qui sont des bons emplois bien rémunérés, vont demeurer aux îles de la Madeleine. Je voudrais juste revenir rapidement à la question de Sophie sur les soins de fin de vie, qu'on dit que ça serait remis de l'avant. Oui, nous autres, on veut remettre le projet de soins de vie de l'avant, dès qu'on va rentrer. Par contre, il faut se rappeler que le caucus libéral a voté la moitié contre l'adoption de principe, avant même d'en discuter. Fait qu'on est loin d'être sûr d'avoir le projet de soins de fin de vie si jamais c'était un gouvernement libéral qui avait voté 26 contre. Maintenant, pour les emplois, je pense qu'on a des beaux outils socio-économiques aux îles, comme le CLD, et, tous les intervenants développement du milieu, de la municipalité, tout ça. On a des beaux outils et avec les politiques qu'on met de l'avant, ça va justement apporter un levier pour tous ceux qui, des entrepreneurs qui ont des projets ou des organismes qui ont des projets ou en économie sociale ou quoi que ce soit, dans les services entre autres, dans les soins à domicile, on peut développer de ce côté-là et justement des soins à domicile, bien, ça serait des emplois à l'année, puis on offrirait un meilleur service sur les îles. Fait avec les cours qui sont donnés ici et avec des leviers économiques, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup et avec les idées de tout le monde, on se met ensemble et on développe dans nos secteurs principaux, pêche, tourisme, mais tous les autres créneaux dont on a parlé tantôt. Merci beaucoup. Alors, ça complète notre période de questions. Il reste la conclusion. Alors, les candidates ont 2 minutes pour conclure. Alors, on commence. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau avant? Nous autres, on a le droit, oui. Ils sont tout assoiffés. Ça peut prendre la bouteille. Je l'avais versé dans... J'ai déjà été étudiant ici. Hein. J'ai même été prof. Ben moi, je vais pouvoir commencer. Oui, mais la période de questions est vraiment terminée. Même pour les anciens profs et anciens étudiants. Non, mais c'est ça, les règles étaient claires là-dessus. C'est vraiment pour les membres du personnel et les étudiants. Les partis avaient révisé les règles au départ. Alors, on va donner juste quelques secondes, juste pour prendre une gorgée d'eau. Es-tu prêt? Oui, moi je suis prête. On va y aller. Pour mon 2 minutes. Alors, 2 minutes pour la conclusion. Madame Richard, pour commencer. Bien, merci infiniment d'être là et de belles questions. C'est le fun parce que ça nous a donné l'occasion, en tout cas, de pouvoir exprimer ce qu'on veut faire pour les îles. Très rapidement quand même, mais ça donne un peu l'idée de ce qu'on veut faire pour les îles et qu'est-ce qu'on a fait déjà et qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir. Je vais en profiter pour vous inviter demain soir, jeudi, à 17h, à la salle de Fatima. Il y a le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie qui va être aux îles. Vous pourriez l'entendre, il va faire un discours. Également, la ministre Hélène Zakaïev qui va être là, politique industrielle, Banque de développement économique. Fait que si vous voulez entendre parler de création d'emplois et d'enseignement supérieur, vous pouvez venir à cette assemblée-là. Je pense aussi que le ministre va venir dîner ici demain midi. Alors, vous pourrez en profiter, poser toutes les questions que vous avez sur l'enseignement supérieur. Il devrait venir dîner par ici demain. Alors, je souhaite pouvoir continuer à vous servir, à défendre les dossiers des îles de la Madeleine dans les 4 prochaines années. J'ai déjà fait un bon travail depuis 18 mois. Je suis une personne déterminée, combative, énergique et je suis capable de défendre des dossiers. Je l'ai fait toute ma vie. Travaillé 40 ans en comptabilité, en gestion et j'ai défendu pas mal de dossiers aussi en organisation communautaire parce que j'avais étudié en travail social. Alors, c'est un autre de mes côtés très importants où je défends mes concitoyens. Alors, j'espère pouvoir continuer à servir les gens des îles et à mériter votre confiance. Merci infiniment. Merci beaucoup. C'est maintenant au tour de Germain Chevalier. Merci aux organisateurs. Merci à vous d'avoir été là, de nous donner cette belle opportunité de vous rencontrer. C'est un peu pour ça que j'aime beaucoup le métier de politicien. C'est que ça nous permet de rencontrer des gens, d'en apprendre
sur vos préoccupations, sur vos idées, sur vos ambitions. Et j'espère que ça vous a permis de nous connaître un peu plus et d'en apprendre un peu plus sur notre parti, même si ça a été assez rapide. J'ai eu l'opportunité d'avoir, je pense, une belle carrière professionnelle, mais les décisions qui se prennent aujourd'hui auront beaucoup d'impact sur votre avenir à vous. Et c'est pour cette raison que vos idées et vos commentaires sont si importants. Beaucoup de gens m'ont récemment parlé ou exprimé leur inquiétude face à l'avenir, face entre autres à l'incertitude de trouver un emploi et une qualité de vie aux îles ou ailleurs. Et ce que je peux vous mentionner, c'est qu'au Parti libéral du Québec, nos priorités sont justement l'emploi, la santé et l'éducation. La campagne de la dernière semaine a donné lieu à des échanges, je dirais, robustes. Je pense que vous avez vu ça à la télévision entre les chefs des partis et à des distractions qui peuvent parfois sembler loin de vos préoccupations. L'enjeu réel ici, c'est de choisir la meilleure option pour les îles. Je suis convaincu que le Parti libéral est la meilleure solution. Si pour différentes raisons, vous ne voulez pas voter pour le Parti libéral, votez Germain Chevary, parce que je serai le député de tous les Madelinots et Madeliniennes, peu importe votre allégeance politique. Et je pense que mon bilan de 300 millions d'investissements aux îles pendant mon dernier mandat est fort, puis parle de lui-même. Ce que je veux, en terminant, c'est ça, je vous invite, moi aussi, au dialogue. Je vous invite à mon local, n'importe quel temps, on est ouvert de 9h à 9h. Vous êtes les bienvenus ou encore sur ma page. Merci beaucoup, M. Chevalier. Merci. Et pour compléter notre débat, Natalia Porowska de Québec solidaire. J'attire votre attention sur l'importance d'avoir un candidat Québec solidaire parce qu'on a deux partis, dont un plutôt de droite, qui ont plaidé pour la gratuité scolaire tantôt. Ça a fait réfléchir. J'ai écouté vos questions et je pense qu'on se rejoint sur beaucoup de nos préoccupations. Environnement, écologie, économie. La question est un peu interliée. Je ne peux pas vous promettre de chiffres, mais je peux vous inviter à réfléchir. À réfléchir comme on a déjà commencé à faire dans des ateliers de transition participatifs, ou plutôt qu'écouter quelqu'un parler pendant 2 heures, on a réfléchi ensemble pour trouver des solutions qui s'appliquent à notre échelle individuelle. Les chicanes intestines des vieux partis me rappellent beaucoup des chicanes des vieux couples, où derrière les mots acerbes, on trouve beaucoup de bonnes intentions flouées et des frustrations accumulées à l'intérieur de murs rendus trop étroits. Les promesses faites lors de cette campagne ressemblent beaucoup à des plans de redécoration dans un immeuble en ruine, où le toit coule, les fenêtres scellent et le plancher craque sous le poids de meubles lourds et démodés. Pour moi, c'est l'aveu, un triste aveu de l'impuissance où le manque d'espoir a réduit au minimum la vision qu'on a de ce qui est la chose politique et de l'engagement citoyen. Où sont les rêves des Bourgots et des Chartrand, de tous ceux qui ont chanté et scandé un avenir meilleur? Où sont le courage et l'audace de prendre par les cornes les défis auxquels on fait face? Nous nous tenons tous sur les épaules de géants, de ces hommes et de ces femmes qui ont dédié leur vie à bâtir la nôtre. Conclusion, s'il vous plaît. Nous devons à leur mémoire de ne pas devenir la dernière génération, celle avec qui tout a piqué vers le fond. Je vous invite le 7 à voter solidaire, mais surtout à prendre votre place dans la grande discussion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. D'abord, je veux remercier les 3 partis politiques qui ont accepté notre invitation. Très apprécié, puis c'est important pour la démocratie de venir rencontrer les étudiants du Cégep. Je disais tantôt que c'est une longue tradition qu'on fait depuis très longtemps, puis je pense que c'est important de le faire. Et on le fait pour nos étudiants, et je veux les remercier, les étudiants, pour la qualité de vos questions, la diversité des thèmes que vous avez abordés. C'était vraiment très intéressant, alors bravo. Puis, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui allaient voter pour la première fois, alors c'est important de le faire. C'est lundi prochain. Pas comme un travail, on va en retard parce que mardi, vous ne pouvez plus. Alors, c'est vraiment très important. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Puis,
À la prochaine. Juste une seconde, je vous invite à la sortie. Serge l'a mentionné, c'est important de voter lundi. On peut aussi vote simulé ici. Dès la sortie, juste le temps d'installer jusqu'à demain midi pour prendre le cours du cégep. Donc, les étudiants